Sous le soleil du Sahel, un chiffre a secoué plus que des feuilles, 5 milliards de dollars annoncés pour reconfigurer une économie entièrement. C'est l'engagement d'Ibrahim Traoré, transformer une insulte coloniale en moteur industriel complet, reliant champs, ateliers, entrepôts et quais du séchage à l'export, de nombres, de récits, 100 ans d'exportation bradée pour des marges lointaines, contre un futur où chaque banane est séchée, moulue, emballée, signée au pays. Quand la poussière rouge se lève sur Banora, une question demeure. Jusqu'où une nation va-t-elle lorsqu'elle décide que la dignité pèse plus que le rendement ? Ce plan industriel porté par Ibrahim Traoré n'est pas un pari de prestige, c'est une déclaration d'intention économique. En rompant avec un siècle d'exportation brute, le Burkina Faso s'engage à conserver la valeur de son sol, de sa sueur et de sa matière. Le bénéfice promis est simple parce qu'il c'est simple. Transformer chaque fruit en emploi, chaque usine en preuve de souveraineté. Derrière les chiffres se cache un enjeu plus profond. Redéfinir ce que signifie produire pour soi plutôt que pour les autres. Dans les couloirs de Ouagadougou, on parle moins de commerce que d'équité, moins d'assistance que de justice. Si le projet Banana Belt tient ses promesses, il pourrait devenir le précédent le plus contagieux du Sahel, un modèle où le travail rural engendre la dignité urbaine. Car pour Ibrahim Traoré, la vraie richesse ne se compte pas seulement en tonnes de farine de banane, mais en capacité d'un peuple à nommer sa propre valeur. En 2024, le rendement national de la banane au Burkina Faso n'atteignait encore qu'un quart de celui du Ghana voisin, et pourtant ce petit chiffre allait devenir le levier d'un grand basculement. Dès l'annonce du projet Banana Belt, Ibrahim Traoré a imposé une idée simple, ne plus exporter ce qui n'est pas transformé. Ce principe, apparemment technique, redéfinissait en réalité un siècle de dépendance. Pendant des décennies, le commerce mondial avait réduit les pays du Sahel à des fournisseurs silencieux. Le mot république bananière était devenu synonyme d'obéissance économique. Mais dans les villages de Banora et de Bobo-Dioulasso, cette expression a cessé d'être une honte. L'histoire s'y raconte désormais autrement. Des hangars se transforment en usines. Les coopératives féminines deviennent gestionnaires. Les fruits secs remplacent les cargaisons brutes. La révolution s'est faite à la main, non à la baïonnette. L'État a misé sur la transformation locale, finançant 5 pôles industriels interconnectés et des formations techniques ouvertes à tous. Ce contexte marque la rupture. Pour la première fois depuis l'indépendance, un pays sahélien fait de la souveraineté un acte manufacturé. Les observateurs européens y ont vu une audace. Les producteurs africains, un signal. Ibrahim Traoré, lui, parle de réparation. Nous n'achetons plus la dignité à crédit, nous la produisons chaque jour. Ainsi naît une nouvelle grammaire économique, où la dignité et non la dette devient l'unité de mesure. Au cœur de cette mutation, Ibrahim Traoré n'est pas seul. Derrière lui, une génération d'agronomes et de techniciens incarne la transition. Des jeunes formés dans les écoles de Ouagadougou reviennent désormais à Banora pour superviser les nouvelles lignes de séchage. Parmi eux, Mariam Kaboré, ingénieure de 28 ans, dirige une coopérative féminine spécialisée dans la farine de banane. Pour elle, le changement n'a rien d'abstrait. Nous contrôlons enfin la valeur de ce que nous faisons pousser, dit-elle. L'impact s'est d'abord mesuré par le quotidien. Là où régnait autrefois la poussière et la précarité, les machines rythment désormais les journées. Les villages s'équipent de toitures solaires, les salaires circulent, les écoles rouvrent. Dans chaque entrepôt peint de jaune vif, on perçoit la même idée. L'industrie peut devenir un geste de libération. Le gouvernement, plutôt que d'annoncer des slogans, a misé sur la cohérence. Pas d'usine sans coopérative, pas de production sans formation, pas de profit sans redistribution. Ibrahim Traoré se présente rarement comme un révolutionnaire. Il se décrit comme un technicien de la dignité. En liant industrie et justice, il a offert aux travailleurs un rôle d'acteur, non plus de figurant. Ce n'est pas un miracle économique, mais une ingénierie patiente, celle qui transforme la dépendance en design. Et derrière chaque moteur, il y a une idée simple. La souveraineté commence quand le travail cesse d'être invisible. Tout a commencé un matin de janvier 2025 lorsque les premiers camions ont quitté Ouagadougou vers le sud, chargés non pas de fruits, mais de métal. Les poutres, séchoirs et broyeurs importés d'Inde
annonçait une autre saison, celle de la construction. En quelques mois, la ceinture industrielle Banana Belt s'est matérialisée entre Banora et Gawa, 5 pôles alignés sur le tracé du Sahel, alimentés par le soleil et la volonté politique. Ibrahim Traoré suivait chaque étape depuis un hangar reconverti en centre de contrôle. Il ne s'agissait plus de réagir au marché, mais de les précéder. La première phase, le séchage et le broyage, a débuté à Banora, avec des ouvriers formés sur place. Puis Bobo Dioulasso a pris le relais pour la production de farine et de collations. À Gawa, les fibres ont trouvé une nouvelle utilité. Elles sont devenues matières premières pour papier et textiles biodégradables. Kaya, au nord, a accueilli les entrepôts sous chaîne du froid, tandis que Ouagadougou supervisait le marquage et la qualité. L'ensemble a créé une boucle fermée. Rien ne sortait du pays sans valeur ajoutée. Les sceptiques parlaient d'un rêve coûteux. Les analystes étrangers évoquaient un projet ambitieux mais irréaliste. Pourtant, dès la première saison, les résultats ont contredit les doutes. En 6 mois, les coopératives ont signalé une hausse moyenne de 40% des revenus des agriculteurs. L'emploi féminin a triplé. Les pertes après récolte ont chuté de 60%. Ces chiffres, modestes en apparence, racontent en réalité un basculement silencieux, celui d'une économie qui passe de la survie à la stratégie. Les villages ont changé de rythme. Là où l'on attendait les camions d'exportation, on célèbre désormais les arrivées de pièces détachées. Les entrepôts remplacent les postes de douane, les techniciens succèdent aux intermédiaires. Le bruit des moteurs est devenu une musique de souveraineté. Ibrahim Traoré le répète souvent, nos révolutions ne se font plus par les armes, mais par les outils. Chaque turbine allumée à Banora, c'est une réponse à un siècle de dépendance. Le monde extérieur, lui, observe avec prudence. À Bruxelles, certains parlent déjà d'effet Burkina. À Washington, des think tanks débattent du risque de contagion industrielle. Les marchés tropicaux ajustent leurs prévisions, mais sur le terrain, personne ne regarde les écrans. Les ouvriers travaillent, les coopératives planifient et les fruits mûrissent. La souveraineté ici ne s'affiche pas, elle s'entend. Ainsi s'achève la première phase du projet, non par un triomphe, mais par un rythme. Le Burkina Faso n'a pas conquis de nouveaux marchés, il a redéfini les règles. Et ce qui a commencé comme une réponse économique est devenu une leçon politique. Un pays enclavé peut faire trembler les océans sans jamais les voir. Les chiffres, d'abord, racontent mieux que les discours. En un an, la production nationale transformée de bananes est passée de 8% à 47%, selon les données du ministère de l'Industrie. Ce bond, presque inattendu, a marqué un tournant stratégique. Pour Ibrahim Traoré, c'est la preuve que la souveraineté économique n'est pas une abstraction, mais un processus mesurable. Dans les pôles industriels de Banora et Gawa, les lignes de séchage fonctionnent à 92% de leur capacité, un taux inédit dans l'histoire du pays. La rentabilité s'est matérialisée plus vite que prévu. Selon les rapports internes du Banana Belt Project, chaque tonne de bananes transformée génère désormais un revenu moyen 2-4 fois supérieur à celui de l'exportation brute. Ce ratio, simple en apparence, bouleverse la logique économique sahélienne. Plus la valeur reste locale, plus la stabilité augmente. Dans la première année d'exploitation, le projet a injecté environ 115 millions de dollars dans les économies régionales via les salaires, les formations et les infrastructures. Les villages autour des usines ont vu naître plus de 800 micro-entreprises allant des ateliers d'emballage aux services de transport. Mais au-delà des chiffres bruts, c'est la qualité du changement qui retient l'attention. Le taux d'emploi féminin dans le secteur agro-industriel est passé de 18% à 52%. Dans les zones rurales, le nombre d'enfants scolarisés a augmenté de 27%. Ces indicateurs, bien que partiels, traduisent une transformation culturelle. La valeur du travail est devenue visible. Les coopératives, jadis perçues comme des structures d'entraide, se sont muées en véritables entreprises. Les observateurs étrangers, eux, ont d'abord parlé d'anomalie. Comment une nation enclavée, sans accès maritime, parvient-elle à exporter plus efficacement que ses voisins côtiers? La réponse réside dans le modèle de distribution circulaire conçu par Ibrahim Traoré. Chaque pôle industriel est relié par des corridors logistiques partagés avec le Mali et le Niger.
optimisant les flux sans dépendre des ports. Ce système, soutenu par des accords AES régionaux, réduit de 38% le coût moyen du transport. Les institutions internationales, elles, oscillent entre admiration et prudence. Le FMI salue un exemple de réindustrialisation à échelle humaine, tandis que certains diplomates européens redoutent un précédent. Car derrière chaque pourcentage se cache un principe. Si un pays du Sahel peut transformer ses propres matières, pourquoi pas les autres ? Cette question, désormais chiffrée, est la plus subversive de toutes. Enfin, les citoyens eux-mêmes perçoivent le changement autrement. Dans un sondage réalisé en 2025, 72% des Burkinabés affirment ressentir une fierté nouvelle liée au travail. La statistique, cette fois, mesure l'invisible, la dignité. Ibrahim Traoré le résume d'une phrase, devenue mot d'ordre dans les usines. Nous produisons pour vivre, pas pour prouver. Face à la réussite apparente du Burkina Faso, les critiques occidentales n'ont pas tardé. Pour certains économistes, le modèle d'Ibrahim Traoré n'est qu'une illusion d'autosuffisance. Ils avancent 3 arguments principaux. La faible échelle du marché intérieur, la dépendance persistante aux intrants importés et le risque d'isolement commercial. Selon eux, vouloir transformer localement chaque produit reviendrait à fragmenter la chaîne mondiale de valeur, créant inefficience et coûts additionnels. D'autres évoquent une menace plus subtile, la tentation d'un protectionnisme africain pouvant décourager les investisseurs étrangers. Mais les faits contredisent ces prédictions. Les usines de Banora et de Gawa ne ferment pas les frontières, elles redessinent les flux. En privilégiant la transformation régionale, le pays a stimulé un marché intra-sahélien jusque-là négligé. Les importations d'équipements, elles, deviennent investissements. Chaque machine installée forme 10 techniciens locaux. L'autonomie n'est pas fermeture, c'est transmission. Ibrahim Traoré lui-même rappelle « Nous ne rejetons pas le commerce, nous refusons seulement la dépendance ». L'autre critique porte sur la viabilité financière. Le FMI a parlé d'un projet risqué, redoutant une dette industrielle incontrôlée. Pourtant, les chiffres des 6 premiers trimestres montrent une dynamique inverse. L'endettement public reste stable à 56% du PIB, tandis que les recettes fiscales issues du secteur agro-industriel ont progressé de 22%. Ce n'est pas un gouffre, c'est un réservoir. Enfin, certains diplomates jugent l'expérience idéologique. Mais à Banora, l'idéologie porte des gants de travail. Les ouvriers ne débattent pas de souveraineté, ils la pratiquent. Ce réalisme local invalide l'accusation romantique. La révolution n'a rien d'un rêve, c'est un chantier. Et si l'Occident peine à le comprendre, c'est peut-être parce qu'il confond encore indépendance et arrogance. La révolution a changé de ton. Ce n'est plus une histoire de fruits, mais de contrôle. À mi-chemin du projet, alors que les premières exportations de produits finis partaient pour Dubaï, Ibrahim Traoré a prononcé une phrase restée dans les mémoires. « Nous n'exportons plus des bananes, nous exportons du sens ». Cette ligne, reprise dans la presse internationale, a cristallisé la bascule symbolique du Burkina Faso, d'un fournisseur docile à un concepteur d'avenir. L'effet a été immédiat. En Europe, les importateurs ont parlé de choc de crédibilité. À Londres, les prix des fruits tropicaux ont fluctué. À Bruxelles, les lobbyistes ont exigé des contrôles accrus sur les cargaisons burkinabées. Pendant ce temps, à Banora, les ouvriers continuaient à calibrer la farine et à emballer les barres énergétiques, indifférents aux remous diplomatiques. Pour eux, la révolution n'était pas un slogan, mais une cadence. À ce moment-là, le projet Banana Belt a cessé d'être une expérience et est devenu un précédent. Et dans ce silence d'usine, le monde a compris que la souveraineté africaine pouvait se mesurer au son régulier des moteurs. Les résultats du projet Banana Belt se mesurent aujourd'hui à plusieurs échelles. Sur le plan national, la production transformée a doublé en moins de 2 ans, tandis que les exportations de produits finis ont ouvert de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Asie. Mais l'effet le plus visible se lit dans la vie quotidienne. À Banora, les rues autrefois désertes accueillent désormais des ateliers de réparation et des cantines ouvrières. Les salaires, modestes selon les standards internationaux, ont permis l'émergence d'une classe moyenne rurale. Les familles planifient, les enfants retournent à l'école et les villages réapprennent la stabilité. Pour les travailleurs, la souveraineté a pris un visage concret.
dans les usines, les équipes de contrôle qualité s'enorgueillissent de voir leurs étiquettes fabriquées au Burkina Faso circuler à Dubaï ou Delhi. La fierté se transmet de main en main comme une monnaie nouvelle. Ibrahim Traoré visite régulièrement les pôles de production sans protocole. Il écoute les techniciens, encourage les coopératives féminines, insiste sur un principe. La révolution industrielle n'a de sens que si elle élève ceux qui la portent. À l'échelle régionale, le mouvement s'étend. Le Mali et le Niger ont signé des protocoles d'accord pour créer leurs propres unités de transformation. Ce modèle burkinabé, comme l'a baptisé la presse étrangère, devient une école d'émancipation économique. Les corridors logistiques communs réduisent les coûts, et les revenus agricoles progressent de 28% en moyenne dans la zone AES. La coopération ne se limite plus à la défense, elle se traduit par la valeur ajoutée, mais les conséquences dépassent le Sahel. En Europe, les chaînes d'approvisionnement s'adaptent. Les grandes marques agroalimentaires, dépendantes de matières premières africaines, font face à une hausse des coûts de 12% sur certains produits tropicaux. Les économistes parlent d'un rééquilibrage historique. À Washington, des groupes de réflexion évoquent une réinvention de la division du travail. Cette redistribution silencieuse du pouvoir économique provoque des tensions, certes, mais aussi un respect nouveau. Pour la première fois, un pays enclavé dicte les termes du commerce. Ce renversement n'est pas une revanche, mais une correction. Et tandis que le monde ajuste ses modèles, le Burkina Faso continue d'avancer, guidé par une idée simple formulée par Ibrahim Traoré. Nous ne cherchons pas la grandeur, nous cherchons l'équité. À mesure que la ceinture industrielle du Burkina Faso s'étend, 3 trajectoires possibles émergent pour l'année à venir. Dans le premier scénario, la tendance actuelle se prolonge. Les 5 pôles atteignent leur pleine capacité, les exportations régionales se stabilisent, et le pays consolide sa position comme référence du Sahel productif. Ce scénario suppose un maintien de la discipline économique et un encadrement strict des coopératives. Ibrahim Traoré l'appelle la phase de maturité, celle où la souveraineté cesse d'être un projet pour devenir une routine. Dans un second scénario, plus optimiste, l'effet de contagion se confirme. Si le Mali, le Niger et le Ghana adaptent intégralement le modèle burkinabé, l'intégration régionale pourrait générer un marché commun estimé à plus de 2,5 milliards de dollars d'échanges internes. Ce cas de figure ferait du Sahel une zone de production complémentaire capable d'exporter non seulement des denrées, mais des technologies locales. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso deviendrait un centre de compétences et de certification pour toute la région, un hub de souveraineté, où l'on apprend à produire sans dépendre. Mais un troisième scénario, plus risqué, est également évoqué par les analystes. Si les pressions européennes se traduisent par de nouvelles barrières non tarifaires ou des restrictions sur les crédits à l'exportation, la croissance interne pourrait ralentir. Mais même dans ce cas, le projet Banana Belt conserverait une valeur stratégique, celle d'avoir prouvé qu'un modèle alternatif est viable. Ibrahim Traoré l'a résumé dans un discours discret mais ferme. Les risques sont le prix du respect. Ces 3 trajectoires ne s'excluent pas mutuellement. Le Burkina Faso évolue désormais dans une zone d'incertitude assumée, où chaque décision politique est un acte d'apprentissage collectif. Quelle que soit l'issue, le pays a déjà déplacé le centre de gravité du commerce africain. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si l'Afrique peut produire pour elle-même, mais comment elle choisira d'en partager les fruits. Au-delà des bilans et des chiffres, la révolution de la banane se mesure dans les gestes simples. À Banora, les ouvriers quittent les ateliers au coucher du soleil, le visage couvert de poussière dorée. Dans les villages voisins, les marchés ferment plus tard, les enfants portent des uniformes propres, et les enseignants parlent d'avenir sans ironie. Ce sont des scènes ordinaires, mais elles racontent une transformation profonde, celle d'un pays qui se remet à croire que son travail suffit. Les témoignages s'accumulent. Mariam, autrefois cueilleuse saisonnière, est devenue superviseuse de ligne. Elle gagne 3 fois plus et forme d'autres femmes. Adama, chauffeur de camion, raconte qu'il ne transporte plus des cargaisons anonymes, mais des produits qu'il peut nommer et reconnaître. Ces récits, modestes mais récurrents, donnent chair à la souveraineté. Ils traduisent ce que les économistes appellent le dividende de dignité, un gain invisible qui ne se calcule pas mais se ressent. Dans les villes, les mentalités changent aussi. Les jeunes diplômés, longtemps attirés par les capitales étrangères,
commencent à envisager un futur industriel local. À Ouagadougou, les murs d'usines se couvrent de fresques célébrant le travail et la patience. Ibrahim Traoré insiste, le véritable progrès, c'est quand un enfant rêve de bâtir, pas de partir. Ainsi, la portée humaine du projet dépasse les bananes, les usines et les frontières. Elle touche au sentiment collectif de valeur, à la certitude que la dignité peut être produite à la main. Le gouvernement burkinabé, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a défini une feuille de route claire pour consolider le projet Banana Belt et étendre ses effets. D'abord, il s'agit de standardiser la qualité. Chaque pôle industriel doit adopter un cahier des charges commun afin de garantir la traçabilité et la conformité internationale. Les labels Made in Burkina Faso deviendront ainsi des certificats d'origine incontestables. Ensuite, il faut renforcer la formation technique. Le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit d'intégrer des modules d'agro-industrie et de logistique dans les cursus afin de former 1000 techniciens d'ici 2026. Puis il est essentiel de développer la recherche appliquée. Des partenariats avec les universités du Mali et du Niger visent à créer un institut sahélien d'innovation alimentaire chargé d'optimiser la conservation et de réduire le gaspillage. Par ailleurs, l'investissement communautaire doit être stimulé. Les coopératives locales disposeront d'un fonds de participation de 25 millions USD, financé conjointement par l'État et des partenaires privés africains. Objectif, faire des producteurs de véritables actionnaires. Enfin, il s'agit d'exporter le modèle, non pas en imposant, mais en partageant les méthodes de gestion et de gouvernance, à travers des programmes de mentorat interpays. Cette feuille de route traduit une conviction. La souveraineté n'est pas un événement, mais une méthode. Chaque mesure doit pouvoir se mesurer, chaque succès doit pouvoir se reproduire. Nous ne voulons pas seulement produire des fruits, dit Ibrahim Traoré, nous voulons produire un futur mesurable. Au crépuscule de Banora, la lumière se mêle à la poussière et au chant des machines. Ibrahim Traoré observe les entrepôts illuminés, silhouettes de métal et de courage dressés contre le ciel du Sahel. Rien ici n'a été offert. Chaque boulon, chaque sac d'emballage, chaque salaire a été gagné au prix de la patience. Sur les murs, un slogan peint à la main résume l'esprit du projet. Nous grandissons ensemble, nous nous élevons ensemble. Ce n'est plus seulement une politique industrielle, c'est une poésie collective, celle d'un peuple qui transforme la dépendance en design et la moquerie en modèle. Les ouvriers ne parlent plus de survie, mais de précision. Les coopératives, autrefois marginales, se considèrent désormais comme gardiennes d'une dignité nouvelle. Et quand le vent du soir traverse les champs, ils portent un message simple. La souveraineté n'a pas besoin de drapeau, seulement de constance. Dans ce murmure mécanique, le monde entier entend autre chose qu'un bruit d'usine. Il entend une mémoire qui travaille. Et peut-être, pour la première fois, l'Afrique parle au futur sans traducteur. Le projet Banana Belt n'est plus seulement une réussite économique. C'est une invitation à repenser la valeur. Quand Ibrahim Traoré affirme que la dignité se fabrique comme un moteur, il propose plus qu'un modèle de production. Il trace une philosophie du travail. Chacun, ici ou ailleurs, peut y trouver une leçon, celle du temps long, du respect de la matière et du courage tranquille. Car le sens de cette histoire dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle questionne nos habitudes de consommation, nos chaînes invisibles, nos priorités. Si une nation du Sahel a pu transformer une insulte en industrie, que pourrions-nous transformer, nous, avec la même rigueur? Partagez cette histoire, discutez-en, questionnez-la. Non pour célébrer un héros, mais pour comprendre une méthode. Celle d'un peuple qui prouve que la souveraineté commence dans les mains. Et si le travail, enfin, redevenait un langage commun?